Le cri strident du téléphone transperça le sommeil sans rêve de John Hay comme une lame dans le silence. Sa main calleuse tâtonna sur la table de nuit, renversant une bouteille de bière vide avant de trouver l'appareil. L'horloge digitale affichait minuit 43 en chiffres rouges vifs. Allô? Sa voix était rauque, graveleuse à cause d'années de cigarettes et de trop nombreuses nuits passées seules. Des grésillements se firent entendre. Puis une voix, si petite et faible qu'elle était à peine audible comme humaine. « Oncle John ?» John se redressa. Il connaissait cette voix. Lucie, la petite fille de son frère. « Lucie, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Où est ta maman? »« Oncle, j'ai faim. » Les mots sortirent brisés, comme si elle se battait pour parler. « Maman est partie. Je ne peux pas bouger. S'il te plaît. » La ligne se coupa. John fixa le téléphone, le cœur battant à tout rompre. 2 ans. 2 ans que Elias était mort dans cet effondrement d'échafaudage. Et John avait à peine vu Lucie. Jean s'en était assuré, trouvant toujours des excuses, l'éloignant toujours de lui. Il rejeta ses couvertures et attrapa les premiers vêtements qu'il trouva, un jean, des bottes de travail, une chemise en flanelle qui sentait encore la sueur du chantier. Ses clés cliquetèrent lorsqu'il les prit sur la commode. Le trajet à travers la ville aurait dû prendre 15 minutes. John le fit en 8, son pick-up rugissant dans les rues vides et grillant les feux rouges sans s'arrêter. Ses jointures étaient blanches sur le volant, la voix d'Elias résonnant dans sa mémoire. « Promets-moi, John. S'il m'arrive quelque chose, tu veilleras sur Lucie. Promets-moi. » John avait promis. Puis il avait échoué. Il avait laissé le chagrin l'engloutir après les funérailles, se noyant dans le travail, la bière et ce genre de colère qui ronge un homme de l'intérieur. Pendant qu'il se vautrait dans son malheur, Lucie avait. Il ne voulait pas penser à ce que Lucie avait enduré. La maison apparut, une petite maison à 2 étages qu'Elias avait achetée quand Lucie était née. Même dans l'obscurité, John pouvait voir qu'elle était tombée en ruine. La cour était envahie par les mauvaises herbes, des journaux s'empilaient sur le porche, la peinture s'écaillait du revêtement comme une peau morte. John se gara et courut vers la porte d'entrée. Fermée à clé. Il frappa dessus avec son poing. « Lucie, Lucie, c'est ton oncle John. » Rien. Il essaya la porte de derrière, puis les fenêtres du rez-de-chaussée. Tout était hermétiquement fermé, sauf la fenêtre au-dessus de la cuisine, celle-là était entr'ouverte juste assez pour qu'il puisse glisser ses doigts sous le cadre. John avait travaillé dans la construction pendant 20 ans. L'escalade n'avait jamais été un problème. Il se hissa le long du côté de la maison, ses bottes raclant le revêtement, et se faufila par la fenêtre dans ce qui était autrefois la chambre d'Elias. L'odeur le frappa en premier. De l'alcool rassis mélangé à autre chose, quelque chose de pourri et de mauvais qui lui tordit l'estomac. Il sortit son téléphone et utilisa sa lumière pour se déplacer dans l'obscurité. La maison était un désastre. Des bouteilles vides éparpillées sur toutes les surfaces, des vêtements sales empilés dans les coins, de la vaisselle tellement empilée dans l'évier qu'elle menaçait de s'effondrer. « Lucie » cria-t-il, sa voix résonnant dans les pièces vides. Un faible bruit venait du salon. John le suivit, ses bottes craquant sur quelque chose qui aurait pu être du verre brisé. Lucie était allongée sur le sol du salon, recroquevillée à côté du canapé comme une poupée jetée. Elle était si maigre que John pouvait voir ses côtes à travers son t-shirt sale. Son visage était pâle, presque gris, et ses lèvres étaient gercées par la déshydratation. Putain de merde. John tomba à genoux à côté d'elle, ses mains tremblant alors qu'il touchait son visage. Sa peau était froide et sèche. « Lucie, ma chérie, tu m'entends ?» Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant. C'étaient les yeux d'Elias. Le même brun profond, la même expression douce, mais creux maintenant, enfoncé dans de sombres cernes. « Oncle John, murmura-t-elle. Tu es venu ? » Bien sûr que je suis venu. Il la prit dans ses bras, alarmé par sa légèreté. Une enfant de 5 ans devrait avoir du poids, devrait se tortiller, rire et être pleine de vie. Lucie ne ressemblait à rien de plus que des os enveloppés de peau. À quand remonte la dernière fois que tu as mangé quelque chose ? Je ne sais pas, maman a dit qu'il n'y avait pas de nourriture. Elle a dit que je coûtais trop cher. La mâchoire de John se serra si fort que ses dents lui firent mal. Il regarda autour de lui dans le salon et aperçut une boîte de pizza vide sur la table basse, récente, à en juger par les taches de graisse. À côté,
il y avait une bouteille de vin à moitié vide et un poudrier ouvert. Où est-elle, Lucie? Où est ta maman? Elle est sortie avec un homme. Elle a dit qu'elle ne reviendrait peut-être pas ce soir. La voix de Lucie était à peine audible. Elle a dit que je devais rester tranquille où elle. Elle me ferait disparaître comme papa. La porte d'entrée claqua avant que John ne puisse répondre. Qu'est-ce que tu crois faire dans ma maison? Jean Kane se tenait dans l'embrasure de la porte, en silhouette contre le lampadaire derrière elle. Elle portait une robe noire moulante qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine, et son maquillage était parfaitement appliqué malgré l'heure tardive. Ses cheveux étaient coiffés en boucles lâches et elle sentait le parfum cher et les cigarettes. John se leva lentement, Lucie toujours dans ses bras. « J'ai reçu un appel de ta fille. Elle mourait de faim. Elle va bien. » Jean entra et alluma les lumières. Elle est juste dramatique. Les enfants font ça. Les lumières révélèrent toute l'étendue de l'état de la maison. C'était pire que ce que John avait pensé. Des récipients de nourriture moisissaient sur le sol. La moquette était tachée de choses qu'il ne voulait pas identifier. Les jouets de Lucie étaient éparpillés et cassés, comme s'ils avaient été jetés à travers la pièce dans des accès de rage. « Regarde là. » John se tourna pour que Jean puisse voir le visage de Lucie. « Regarde ta fille et dis-moi qu'elle va bien. » Jean jeta à peine un coup d'œil à l'enfant. Au lieu de cela, elle se concentra sur John, ses yeux se rétrécissant avec le genre de haine qu'il avait déjà vu, généralement dirigé contre Elias quand ils se disputaient. « Tu t'es introduit par effraction chez moi. Je pourrais te faire arrêter. » Bien. Appelle la police. Laisse-les voir comment tu t'occupes d'elle. Je m'occupe très bien d'elle. Ce n'est pas facile d'être une mère célibataire. Peut-être que si ton précieux frère ne s'était pas fait tuer, nous n'en serions pas là. John sentit Lucie tressaillir dans ses bras. La petite fille pressa son visage contre sa poitrine, essayant de se faire plus petite. Ne parle pas d'Elias devant elle. Je parlerai de ce que je veux dans ma propre maison. Jean se rapprocha, et John sentit l'odeur de l'alcool sur son haleine, mêlée à son parfum. Et j'élèverai ma fille comme bon me semble. Tu n'as pas ton mot à dire, John. Tu n'en as jamais eu. Elle m'a appelé. Elle était seule, affamée et effrayée. C'est une menteuse. Les enfants mentent tout le temps pour attirer l'attention. J'entendis la main vers Lucie, ses ongles manucurés se déployant comme des griffes. Viens ici, Lucie. Dis à ton oncle John que tu faisais juste semblant. Lucie se recroquevilla contre John, ses petites mains agrippant sa chemise. Non, maman, s'il te plaît, non. La peur dans sa voix transperça John comme un couteau. Il recula, mettant de la distance entre Jean et l'enfant. Je l'emmène à l'hôpital. Jamais de la vie. La voix de Jean monta d'un ton. C'est ma fille, à moi. Tu ne peux pas entrer ici et la voler. Je ne la vole pas. Je vais la faire soigner. Si tu franchis cette porte avec elle, j'enverrai la police à tes trousses avant que tu n'atteignes le bout de la rue. Je leur dirai que tu l'as kidnappée. Je leur dirai que tu as cambriolé ma maison et que tu m'as agressé. John croisa son regard. Dans la lumière crue, il pouvait voir le maquillage plâtré autour de ses pas de doigts, le rouge à lèvres taché au coin de sa bouche. Elle était toujours belle d'une manière qui avait toujours attiré les hommes, mais il y avait quelque chose de pourri en dessous maintenant, quelque chose qui lui rappelait l'odeur dans la maison. Dis-leur ce que tu veux, dit-il. Mais je l'emmène. Il passa devant Jean en direction de la porte. Elle attrapa son bras, ses ongles creusant à travers sa chemise. Espèce de salaud moralisateur. Tu te crois tellement mieux que moi. Au moins, je ne l'ai pas abandonné comme toi. John s'arrêta. Lucie les regardait tous les deux, les yeux remplis de terreur. Je ne l'ai pas abandonné. Tu l'as gardé loin de moi parce que tu es du poison, tout comme ton frère. Elias lui a rempli la tête de toutes sortes de bêtises sur la famille, l'amour et la protection. Regarde où ça l'a mené. La main libre de Jean se ferma en un point, mais le poids de Lucie dans son autre bras le maintenait au sol. Il ne pouvait pas perdre le contrôle, pas avec elle qui regardait. Écarte-toi de mon chemin, Jean. Va en enfer. John la repoussa et sortit par la porte d'entrée. Derrière lui, Jean hurla des menaces et des jurons qui auraient fait rougir un marin. Les lumières des voisins commencèrent à s'allumer, des visages apparaissant aux fenêtres. Qu'ils regardent.
qu'il voie ce que Jean Kane était vraiment. John conduisit dans les rues vides avec Lucy enveloppée dans sa veste, sa tête reposant contre son épaule. Elle n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté la maison, mais sa respiration était régulière et son teint s'améliorait déjà dans l'habitacle chaud du camion. Le service des urgences de l'hôpital était presque vide à cette heure. Quelques accidents de fin de soirée, un sans-abri dormant sur une des chaises, une mère faisant les 100 pas avec un nourrisson qui pleurait. John porta Lucy à la réception où une infirmière d'apparence fatiguée leva les yeux de son ordinateur. « J'ai besoin de quelqu'un pour examiner ma nièce. Elle est négligée, mal nourrie. » L'infirmière jeta un coup d'œil à Lucy et décrocha le téléphone. En quelques minutes, il se trouvait dans une salle d'examen avec le docteur Patricia Gomez, une femme dans la quarantaine avec des yeux doux et des mains délicates. « Depuis combien de temps est-elle comme ça ?» demanda le docteur Gomez en vérifiant les signes vitaux de Lucy. « Je ne sais pas. Je viens de la trouver ce soir. » John s'assit sur la chaise à côté de la table d'examen, les mains serrées sur ses genoux. Sa mère, il y avait des problèmes. Le docteur Gomez hocha la tête et continua son examen. Elle vérifia les réflexes de Lucy, regarda dans ses oreilles et sa bouche, palpa son abdomen. Lucy se soumit à tout cela avec l'acceptation passive d'un enfant qui avait appris à ne pas se battre. « Elle est gravement mal nourrie » dit finalement le docteur Gomez. « Déshydratée. Je peux voir des traces d'anciennes ecchymoses sur ses bras et son dos. » Quel âge a-t-elle ? 5 ans. Elle a un poids nettement insuffisant pour son âge. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. La médecin prit des notes sur son presse-papier. Je vais devoir contacter les services de protection de l'enfance. L'estomac de John se noie. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous devons signaler une suspicion de maltraitance infantile. C'est la loi. Le docteur Gomez le regarda avec sympathie. Vous êtes de la famille ? Je suis son oncle. Son père était mon frère. Et où est sa mère ? John pensa à Jean dans sa robe chère, sentant le vin et le parfum alors que sa fille mourait de faim. À la maison, elle ne pensait pas que Lucy avait besoin de soins médicaux. Le docteur Gomez écrivit autre chose sur son presse-papier. Lucy devra rester une nuit en observation. Nous devons lui administrer des liquides, effectuer des tests. Vous pouvez rester avec elle si vous le souhaitez. John regarda Lucy, qui le regardait avec ses grands yeux marrons, les yeux d'Elias. Elle avait été abandonnée par tous ceux qui étaient censés la protéger, sa mère, le système qui aurait dû s'en apercevoir plus tôt, et même lui dans son chagrin et son apitoiement. Plus maintenant. Je ne vais nulle part, dit-il. Plus tard, après que Lucy eut été branchée à une perfusion et qu'on lui eut donné de la soupe, John s'assit à côté de son lit d'hôpital et pensa à son frère. Elias avait été le bon, l'optimiste, celui qui voyait du potentiel chez les gens même quand ils ne le méritaient pas. Il avait épousé Jean quand elle était enceinte de Lucy, convaincu qu'il pouvait la sauver des démons qui la poussaient à boire, à se mettre en colère et à être cruel. John n'avait jamais aimé Jean. Même avant la mort d'Elias, elle avait été égoïste et instable. Mais Elias l'avait aimée, et John avait gardé le silence pour le bien de son frère. Elias avait travaillé dans la construction comme John, mais il avait des rêves. Il voulait créer sa propre entreprise un jour, peut-être construire des maisons au lieu de simplement réparer les erreurs des autres. Il avait fait des doubles quarts pour économiser de l'argent, acceptant tous les emplois dangereux qui se présentaient parce que la paie était meilleure. L'effondrement de l'échafaudage s'était produit un mardi matin d'octobre. Un équipement défectueux avait conclu l'enquête. La faute à personne, juste un tragique accident. Elias était tombé de 10 mètres sur du béton et était mort sur le coup. John avait été celui qui avait identifié le corps. Il avait également été celui qui avait annoncé à Lucy que papa ne rentrerait plus à la maison. Jean s'était effondré aux funérailles, ou du moins elle avait fait semblant de s'effondrer. Elle avait pleuré et sangloté et s'était jetée dramatiquement sur le cercueil. Mais en une semaine, elle était revenue à ses vieilles habitudes, boire, faire la fête, laisser Lucy à des babysitters qui s'en foutaient. John avait essayé de rester impliqué. Il avait proposé de prendre Lucy les week-ends, d'aider à la garde des enfants, d'apporter tout le soutien dont Jean avait besoin, mais Jean avait refusé, prétendant qu'il essayait de remplacer Elias. Elle avait déménagé à travers la ville et avait changé son numéro de téléphone. Quand John s'était présenté à la maison, elle avait menacé d'obtenir une ordonnance restrictive. Alors John s'était réfugié dans son travail et son chagrin. Il s'était dit que Lucy était mieux sans lui,
que sa colère et son amertume ne feraient que l'empoisonner comme cela avait empoisonné tout le reste de sa vie. Il avait eu tort. Pendant qu'il se vautrait dans l'apitoiement, Lucy avait souffert d'une manière qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à endurer. « Oncle John ?» La voix de Lucy était faible dans la sombre chambre d'hôpital. « Je suis là, ma chérie. Tu vas partir, toi aussi ?» John tendit la main et prit sa petite main dans sa main calleuse. « Non, Lucy, je ne vais nulle part. Je te le promets. Maman dit que les promesses ne veulent rien dire. Elle dit que papa avait promis de toujours prendre soin de nous, et puis il est parti. » La poitrine de John se serra. « Ton papa ne voulait pas partir. Il t'aimait très fort. Parfois, il arrive de mauvaises choses que personne ne peut contrôler, mais tu peux le contrôler. » Il la regarda dans la faible lumière du couloir. Son visage était si jeune, si plein d'espoir malgré tout ce qu'elle avait vécu. Elle méritait mieux que ce qu'elle avait obtenu. Elle méritait protection, amour et la chance d'être une petite fille normale. « Je peux le contrôler, dit-il. Et je le ferai. » Le lendemain matin amena un défilé de fonctionnaires. Les services de protection de l'enfance envoyèrent une assistante sociale nommée Madame Rodriguez, une femme d'âge moyen avec des yeux fatigués et l'attitude de quelqu'un qui en avait trop vu. Elle interviewa John pendant plus d'1 heure, l'interrogeant sur sa relation avec Lucy, sa situation financière, son casier judiciaire, vierge, et ses intentions. L'objectif principal de l'État est de maintenir les familles unies autant que possible, expliqua Madame Rodriguez. Nous allons enquêter sur la situation de la mère et déterminer si elle peut fournir des soins adéquats avec des services de soutien appropriés. Elle a affamé sa propre fille. Nous ne prenons pas ces décisions à la légère. Il y a des procédures à suivre. John eut envie de saisir la femme par les épaules et de la secouer. Des procédures. Pendant que Lucy se mourait dans cette maison, il y avait des procédures. Mais il garda sa voix égale. Que se passe-t-il maintenant? Lucy sera placée en garde provisoire pendant que nous enquêtons. Nous devrons déterminer si vous êtes admissible à être un parent d'accueil. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous effectuerons des vérifications des antécédents, inspecterons votre domicile, et évaluerons votre capacité à répondre à ses besoins. Si vous êtes approuvé, Lucy pourrait être placée chez vous temporairement. Et si je ne suis pas approuvé? L'expression de Madame Rodriguez s'adoucit légèrement. Puis, elle est placée en famille d'accueil jusqu'à ce que nous puissions résoudre la situation avec sa mère. John pensa à Lucy dans la maison d'un inconnu, probablement effrayée et confuse, se demandant pourquoi une autre personne dans sa vie l'avait abandonnée. Combien de temps prend l'évaluation? Généralement quelques semaines. Nous pouvons l'accélérer, compte tenu des circonstances. Quelques semaines. Lucy passerait quelques semaines en famille d'accueil parce que le système avait besoin de temps pour les procédures. Mais John avait appris la patience dans le travail de construction. On ne pouvait pas se précipiter sur les fondations, sinon tout l'immeuble s'effondrerait. Il attendrait et il jouerait selon leurs règles parce que l'alternative était de perdre Lucy pour toujours. Tout ce dont vous avez besoin de moi, dit-il, je le ferai. La salle d'audience sentait le vieux bois et la déception. John était assis derrière la table des accusés, portant le seul costume qu'il possédait, une chose noire qu'il avait achetée pour les funérailles d'Elias et qu'il n'avait plus touché depuis. Son avocat, un avocat commis d'office nommé David Chain, avait l'air d'être prêt à être n'importe où ailleurs. Jean était assise de l'autre côté de l'allée avec son propre avocat, un homme à l'air élégant dans un costume coûteux qui coûtait probablement plus cher que ce que John gagnait en 6 mois. Elle s'était bien préparée pour le tribunal, pas de robe moulante ni de maquillage épais aujourd'hui. Au lieu de cela, elle portait un chemisier bleu conservateur et un pantalon noir, ses cheveux tirés en une simple queue de cheval. Elle ressemblait à une mère en deuil, pas à la femme qui avait laissé sa fille mourir de faim pendant qu'elle sortait boire. Le juge était une femme au visage sévère dans sa soixantaine nommée juge Patricia Walsh. Elle était sur le banc depuis 20 ans, selon Chain, et avait la réputation d'être dure mais juste. Votre honneur, commença l'avocat de Jean, ma cliente est une mère célibataire aux prises avec la dépression et le deuil suite à la mort tragique de son mari. Elle a certainement fait des erreurs, mais elle aime sa fille et ne souhaite rien de plus que de la retrouver. John serra les poings sous la table. Des erreurs, comme si négliger un enfant jusqu'à ce qu'il soit presque mort n'était qu'un petit oups. Madame Quin a accepté de suivre des cours de soutien à la parentalité et une thérapie de deuil, continua l'avocat. Elle est également inscrite à un programme de lutte contre la toxicomanie pour traiter son problème d'alcool.
Avec un soutien approprié, elle peut fournir un foyer stable et aimant à Lucie. Le juge Walsh regarda la pile de documents devant elle. Et qu'en est-il de l'oncle de l'enfant? Monsieur Hay a demandé la garde d'urgence. Chin se leva, l'air mal à l'aise. Oui, votre honneur. Mon client est prêt à prendre soin de Lucie de façon permanente. Il a été approuvé en tant que tuteur parenté et a un emploi et un logement stable, mais... Votre honneur, interrompit l'avocat de Jean, Monsieur Hay n'a montré aucun intérêt pour l'enfant depuis 2 ans. Où était-il quand ma cliente luttait contre la monoparentalité? Cette implication soudaine semble au mieux suspecte. John commença à se lever de sa chaise, mais Chin lui mit une main sur le bras. L'avocat ne voulait pas qu'il témoigne, affirmant que cela ferait plus de mal que de bien. Le tempérament de John était bien connu dans leur petite ville, et Chin craignait qu'il ne dise quelque chose qui nuirait à leur cause. Le juge Walsh étudia les documents pendant plusieurs minutes pendant que la salle d'audience était assise dans un silence tendu. Finalement, elle leva les yeux. La principale préoccupation de l'État est le bien-être de l'enfant. Bien que M. Hay puisse être disposé à fournir des soins, le lien entre une mère et un enfant est sacré. Je suis prête à donner à Madame Quin la possibilité de prouver qu'elle peut être le parent dont Lucie a besoin. Le cœur de John se serra. Cependant, continua le juge Walsh, cette opportunité est assortie de conditions strictes. Madame Quin assistera à des cours de soutien à la parentalité 2 fois par semaine et se soumettra à des tests réguliers de dépistage de drogue et d'alcool. Un travailleur social effectuera des visites inopinées pour assurer le bien-être de Lucie. Monsieur Hay se verra accorder des visites supervisées 2 fois par semaine. Elle frappa son maillet. La garde temporaire est accordée à Madame Quin. L'audience est levée. L'avocat de Jean lui murmura quelque chose à l'oreille, et elle sourit, une petite expression satisfaite qu'elle pensait que personne d'autre ne pouvait voir. Mais John l'a vu. Il a vu exactement ce qu'elle pensait. À l'extérieur du palais de justice, Jean passa devant John sans un mot. Mais en arrivant au parking, elle se retourna. « Regarde la vérité en face, John, cria-t-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle est à moi. Tu ne la prendras jamais. John se tenait sur les marches du palais de justice, la regardant partir dans une voiture qui valait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Les prestations de survivants mensuelles après la mort d'Elisa étaient censées aller aux soins de Lucie, mais il était évident où l'argent allait réellement. Chin apparut à côté de lui, desserrant sa cravate. « Je suis désolé. Je pensais que nous avions de meilleures chances. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous attendons. Nous documentons tout. Si elle dérape, et elle le fera. Soyons prêts. » John regarda son avocat, un jeune homme aux mains douces et à l'éducation coûteuse qui n'avait probablement jamais été dans une vraie bagarre de sa vie. « Tu ne connais pas Jean Cain, dit John. Elle ne dérapera pas là où quiconque peut voir. Elle est trop intelligente pour ça. Alors nous devrons être plus intelligents. » Ce soir-là, John passa devant la maison où vivait Lucie. Les lumières étaient allumées et il pouvait voir des mouvements derrière les fenêtres. Il se demandait si elle dînait, si elle avait chaud, si elle savait qu'il n'avait pas renoncé à elle. Son téléphone sonna. Madame Rodriguez de la CPS. Monsieur Hay, je veux vous informer que Lucie demande après vous. Elle semble confuse quant à savoir pourquoi elle ne peut vous voir que lors de visites supervisées. Qu'est-ce que vous lui avez dit? La vérité. Que les adultes doivent parfois suivre des règles, même lorsque ces règles n'ont pas de sens pour les enfants. John se gara sur le bas-côté. Comment va-t-elle, vraiment? Elle s'adapte. Madame Cain a apporté des améliorations à l'environnement familial. Le réfrigérateur est rempli. La maison est propre. Lucie a de nouveaux vêtements et des jouets. Le tout acheté avec les prestations de décès d'Elias, pensa John. Tout ça pour le spectacle. Mais il insista, entendant quelque chose dans la voix de Madame Rodriguez. Mais elle est très renfermée. Elle ne parle que lorsqu'on lui parle, et elle tressaille quand les adultes élèvent la voix. Ce sont des signes de traumatisme continu. Pouvez-vous la retirer? Pas sur la base des seuls symptômes de traumatisme. Nous avons besoin de preuves de maltraitance ou de négligence actuelle. John raccrocha et s'assit dans son camion, regardant la maison où sa nièce était piégée avec une femme qui ne la considérait que comme un ticket de repas et un fardeau. Il n'allait pas attendre des preuves. Il allait les trouver. Clara Dorsey vivait à côté d'Elias et Jean depuis 15 ans. Elle avait 78 ans,
souffrait d'arthrite au genou et de cataracte qui rendaient la conduite dangereuse. Mais son esprit était aussi tranchant qu'une lame, et elle remarquait tout ce qui se passait dans sa rue. John la trouva travaillant dans son jardin un samedi matin, arrachant les mauvaises herbes autour de ses roses malgré la douleur qu'il pouvait voir dans ses mouvements. Madame Dorsey, elle leva les yeux, se protégeant les yeux avec un gant de jardinage. John aïe, je me demandais quand vous passeriez. Je suis désolé de vous déranger. Je voulais vous poser des questions sur Lucy. Clara se leva avec difficulté, refusant l'aide de John. Entrez. Je vais faire du café. Sa cuisine était petite et bien rangée avec des rideaux de dentelle et le genre d'appareils anciens qui duraient éternellement parce qu'ils étaient construits pour. Clara se déplaça lentement mais efficacement, remplissant un vieux percolateur d'eau et de café moulu. J'ai entendu parler de l'affaire judiciaire, dit-elle sans préambule. Dommage, si vous voulez mon avis. Vous avez vu ce qui se passait. Difficile de ne pas le voir. Ces murs ne sont plus aussi épais qu'avant, et cette femme a toute une paire de poumons. Clara sortit 2 tasses et soucoupes avec les mouvements précis de quelqu'un qui avait servi du café aux invités pendant des décennies. Elle laissait cette petite fille seule pendant des heures, parfois toute la nuit. John se pencha en avant. Seriez-vous prêt à témoigner de cela? J'ai déjà dit la même chose à la femme de la CPS. Tout ce que ça a fait. Clara servit un café qui sentait assez fort pour réveiller les morts. Vous voulez savoir ce que j'ai entendu la nuit où vous êtes venu chercher Lucy? John acquiesça. J'ai entendu cet enfant pleurer pendant des heures avant que vous n'arriviez. Pas des pleurs ni des crises de colère, le genre de pleurs qui vient d'une réelle détresse. Jean était parti vers 20 heures dans la voiture d'un homme, tout habillé comme si elle allait dans une boîte de nuit. Elle a laissé Lucy seule dans cette maison sans même une babysitter. Combien de fois est-ce arrivé? Plusieurs fois par semaine au moins. Plus après la mort de votre frère. Jean se faisait belle et disparaissait, parfois jusqu'au lendemain matin. J'ai appelé la CPS 3 fois, mais ils ont dit que sans preuve de danger immédiat, il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire. John pensa à Lucy allongée sur ce sol sale, trop faible pour se tenir debout pendant que sa mère s'amusait. Madame Dorsey, seriez-vous prêt à témoigner devant le tribunal si je pouvais obtenir une autre audience de garde? Les yeux de la vieille femme étincelèrent avec quelque chose de féroce. Jeune homme, je regarde des enfants être laissés tomber par le système depuis plus longtemps que vous n'êtes en vie. S'il y a une chance d'aider cette petite fille, vous pouvez compter sur moi. John quitta la maison de Clara avec de l'espoir qui vacillait dans sa poitrine pour la première fois depuis l'audience de garde. Mais l'espoir n'était pas suffisant. Il avait besoin de plus de preuves, de plus d'alliés. Luis Moreno avait travaillé dans la construction avec Elias pendant 8 ans. Ils avaient été amis, le genre d'hommes qui se faisaient confiance avec leur vie sur les chantiers et leurs secrets autour de bières après le travail. Luis était un homme de famille avec 3 enfants et il avait aimé Lucy comme si elle était l'une de ses nièces. John le trouva au bar Murphy un mercredi soir, sirotant une bière et regardant un match de baseball à la télévision au-dessus du bar. Luis était un homme compact avec des mains calleuses et des cheveux grisonnants. Le genre de travailleur qui arrivait tôt et restait tard sans se plaindre. John. Luis acquiesça alors que John prenait le tabouret à côté de lui. J'ai entendu parler de l'affaire de garde. C'est dur. J'ai besoin de ton aide, Luis. Luis fit signe au barman pour une autre bière. Quel genre d'aide? Tu connaissais Elias mieux que quiconque. A-t-il déjà parlé de problèmes avec Jean? À propos de Lucy? Luis resta silencieux pendant un long moment, regardant la télévision sans vraiment la voir. Elias aimait cette femme, mais il n'était pas aveugle. Il savait qu'elle avait des problèmes. Quel genre de problèmes? Boire, pour commencer. Elle partait en virée, disparaissait pendant des jours. Elias devait trouver des babysitters ou amener Lucy sur les chantiers quand il ne pouvait pas obtenir de couverture. Luis prit une gorgée de sa bière. Il économisait de l'argent pour les sortir de cette maison, déménager dans un endroit où Jean pourrait obtenir de l'aide appropriée. Il pensait qu'un nouveau départ pourrait changer les choses. A-t-il déjà mentionné les prestations de survivants? L'argent que Lucy obtiendrait s'il lui arrivait quelque chose? Ouais, il a fait en sorte que les paiements aillent sur un compte pour l'avenir de Lucy. L'université, tu vois. Il a fait signer des papiers à Jean disant que l'argent était pour l'enfant. John sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Quand était-ce? Peut-être 6 mois avant l'accident. Quoi?
Parce que Jean dépense cet argent pour elle-même. De nouveaux vêtements, des dîners coûteux, des vacances. Rien de tout ça ne va aux soins de Lucie. Louise posa sa bière assez fort pour éclabousser de la mousse sur le bar. Tu es sérieux? Très sérieux. Tu as une preuve de ce qu'Elias avait l'intention de faire? Il gardait des copies de tout dans sa boîte à outils. Il a toujours été paranoïaque à propos de la paperasse. Louise fit une pause. J'ai toujours cette boîte à outils. Son contremaître me l'a donnée après l'accident. Il a dit qu'Elias aurait voulu qu'un ami l'ait. Le pouls de John s'accéléra. Puis-je la regarder? Bien sûr que oui. Si cette femme a volé Lucie, elle mérite ce qui lui arrive. Ils allèrent chez Louise, une petite maison bien entretenue dans un quartier ouvrier. Maria, la femme de Louise, accueillit John avec une étreinte et le genre de sympathie qui vient de quelqu'un qui comprend la perte. Leurs enfants, 2 garçons et une fille, faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine. Louise conduisit John au garage où la boîte à outils d'Elias était posée sur un établi comme un sanctuaire. C'était une grande Craftsman rouge, le genre qui coûte une semaine de salaire mais dure éternellement. Louise l'ouvrit avec la révérence de quelqu'un qui manipule des reliques sacrées. Il gardait tous ses papiers importants dans le compartiment inférieur, dit Louise, en sortant une chemise manille. Relevé bancaire, papier d'assurance, documents juridiques. John ouvrit la chemise et trouva exactement ce qu'il cherchait, des copies de la demande d'allocation de survivants avec la signature de Jean sur un document stipulant que tous les fonds seraient utilisés exclusivement pour les soins et l'éducation de Lucie. Il y avait aussi des relevés bancaires montrant les dépôts mensuels, 1847 $ chaque mois depuis la mort d'Elias. C'est ça, dit John. Ça prouve qu'elle a détourné l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? John pensa à Jean et à ses vêtements chers, conduisant sa voiture chère pendant que Lucie portait de vieux vêtements sales et se couchait affamée. Je vais m'assurer qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Le lendemain, John eut sa conversation la plus importante à ce jour. Il avait obtenu ses visites supervisées avec Lucie, 2 fois par semaine, qui se déroulaient dans une pièce stérile au bureau des services de protection de l'enfance avec un travailleur social prenant des notes sur chaque interaction. Lucie était toujours calme pendant ses visites, comme si elle avait peur de dire quelque chose de mal. Elle coloriait des images ou jouait avec des jouets simples pendant que John était assis à proximité, faisant la conversation et essayant de lui arracher des sourires. Mais lors de leur 3e visite, quelque chose changea. Le travailleur social, un jeune homme nommé Kevin qui avait l'air tout juste sorti de l'université, dut s'absenter pour prendre un appel téléphonique. Il laissa la porte ouverte, mais pour la première fois, John et Lucie étaient seuls. « Oncle John ?» La voix de Lucie était à peine un murmure. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Elle regarda vers la porte, puis de nouveau vers lui. « Je dois te dire quelque chose, mais j'ai peur. » John s'agenouilla pour qu'il soit au même niveau. « Tu peux tout me dire. Je ne laisserai personne te faire de mal. » Lucie fouilla dans la poche de son jean et sortit un morceau de papier plié. C'était un dessin au crayon, grossier mais indéniablement clair. Il montrait une petite fille enfermée dans ce qui ressemblait à un placard avec les mots « Maman dit pas de nourriture » écrits en lettres tremblantes en bas. Les mains de John tremblèrent en tenant le dessin. « Quand est-ce que c'est arrivé, Lucie ?» « La semaine dernière. J'ai fait trop de bruit pendant son appel téléphonique. Alors, elle m'a mis dans le placard et a dit que je ne pouvais pas sortir tant que je n'aurais pas appris à être silencieuse. Elle m'a oublié jusqu'au lendemain matin. Tu as été enfermée là toute la nuit. » Lucie hocha la tête. Il faisait noir et j'avais faim, mais elle a dit que je coûtais cher encore une fois. John plia soigneusement le dessin et le mit dans la poche de sa chemise. Lucie, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Ne parle de ce dessin à personne d'autre, d'accord? C'est notre secret jusqu'à ce que je trouve comment t'aider. Vas-tu m'emmener loin de maman? John regarda ses yeux bruns, les yeux d'Elias, et fit une promesse qu'il avait l'intention de tenir, quoi qu'il lui en coûte. Oui, ma chérie. Je vais t'emmener loin de là, et je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal. Quand Kevin revint, il les trouva en train de jouer à un jeu de dames silencieux. Rien d'inhabituel à signaler. Mais John partit ce jour-là avec des preuves qui allaient tout changer, dans un plan qui commençait à se former dans son esprit comme un plan pour un bâtiment qui ne s'effondrerait pas. La 2e audience de garde était prévue un jeudi matin de novembre. John arriva tôt, portant le même costume d'enterrement et tenant une mallette que Louise lui avait prêtée.
À l'intérieur se trouvaient des copies des documents financiers, la déclaration écrite de Clara et le dessin de Lucie soigneusement conservés entre des feuilles de plastique. Sean avait l'air plus confiant cette fois, ce qui aurait dû être rassurant. Mais John avait appris à ne pas faire confiance à la confiance dans les salles d'audience. Le système avait ses propres règles, et elles ne correspondaient pas toujours à la justice. Jean entra avec son avocat et prit place de l'autre côté de l'allée. Elle avait l'air différente, plus mince, avec des cernes sous les yeux que même le maquillage ne pouvait pas complètement cacher. Ses vêtements étaient toujours chers, mais il y avait quelque chose de fragile dans son apparence, comme du verre qui avait été fissuré et qui tenait à peine ensemble. Le juge Walsh ordonna que l'audience commence et écouta Sean présenter ses preuves, les documents financiers montrant le détournement des allocations de survivants par Jean, le témoignage de Clara sur les nuits où Lucie avait été laissée seule, les dossiers médicaux de l'hospitalisation de Lucie montrant l'étendue de sa négligence. De plus, votre honneur, dit Sean, nous avons la preuve que Madame Quinn a enfermé l'enfant dans des placards pour la punir, lui a refusé de la nourriture et l'a menacé d'abandon. Il leva le dessin de Lucie protégé dans sa pochette en plastique. L'avocat de Jean se leva d'un bond. Objection, votre honneur. Ce dessin aurait pu être créé par n'importe qui à n'importe quel moment. Il n'y a aucune preuve qu'il vienne de l'enfant. Et même si c'était le cas, les enfants créent souvent des scénarios fantastiques qui ne reflètent pas la réalité. Le juge Walsh examina le dessin pendant plusieurs minutes. D'où vient ce dessin, monsieur Sean? L'enfant l'a donné à monsieur Hay lors d'une visite supervisée, et le travailleur social superviseur peut le vérifier. Sean hésita. Le travailleur social avait brièvement quitté la pièce. John sentit son estomac se nouer. Le dessin était leur meilleure preuve, et Sean venait de donner l'impression qu'il l'avait fabriqué. L'avocat de Jean saisit l'occasion. Votre honneur, toute cette affaire pue l'oncle vindicatif qui tente de voler un enfant à sa mère en deuil. M. Hay n'a aucune qualité pour agir, aucune expérience parentale, et apparemment aucun scrupule à entraîner un enfant de 5 ans à créer de fausses preuves. Ce n'est pas. John commença à se lever, mais Sean le tira vers le bas. Monsieur Hay, dit le juge Walsh sévèrement. Vous ne parlerez pas à moins que je ne vous pose une question directe. L'avocat de Jean poursuivit son attaque. Ma cliente a assisté à tous les cours requis, a réussi tous les tests de dépistage de drogue et a accueilli les inspections des services de protection de l'enfance chez elle. Elle a commis des erreurs nées du chagrin et de la dépression, pas de la malice. Elle mérite la chance d'élever sa propre fille. Puis Jean témoigna. John dut admettre qu'elle était douée. Elle parla d'une voix douce et brisée de la perte dévastatrice de son mari, du défi accablant d'être une mère célibataire et de sa détermination à devenir la mère que Lucie méritait. Elle pleura de vraies larmes, pas le genre théâtral, quand elle parla de leur lien. J'aime ma fille plus que la vie elle-même, dit-elle, en regardant directement le juge Walsh. Je ne lui ferai jamais intentionnellement de mal. Oui, j'ai commis des erreurs lorsque je luttais contre la dépression et l'alcool, mais j'ai reçu de l'aide. Je vais mieux maintenant. Tout ce que je veux, c'est la chance de prouver que je peux être la mère dont elle a besoin. Elle mentait comme elle respirait, mais elle était convaincante. Même John se surprit presque à la croire pendant un instant. Quand vint le moment du contre-interrogatoire, Sean fut doux, trop doux. Il posa quelques questions faciles sur les documents financiers, auxquels l'avocat de Jean l'avait préparé. L'argent a servi à couvrir les dépenses du ménage et les nécessités pour Lucie, expliqua-t-elle. Nourriture, vêtements, services publics. Je n'ai peut-être pas conservé de reçus détaillés, mais chaque sou a été dépensé en pensant à son bien-être. Encore des mensonges, mais livrés avec une telle sincérité que John pouvait voir certaines personnes dans la salle d'audience hocher la tête en signe d'approbation. L'audience dura 3 heures. Lorsque le juge Walsh rendit finalement sa décision, John sentit le sol se dérober sous ses pieds. Bien que le tribunal ait des préoccupations concernant certains des comportements passés de Madame Quinn, la preuve de négligence ou d'abus actuel est au mieux circonstancielle. Les irrégularités financières, bien que préoccupantes, ne s'élève pas au niveau de la fraude criminelle sans documentation claire. Et le dessin, bien que troublant, ne peut pas être vérifié comme authentique. Elle regarda John avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Le dévouement de M. Hay à sa nièce est louable, mais la loi favorise la préservation de la relation parent-enfant dans la mesure du possible. La demande de Madame Quinn pour la garde complète est accordée avec une supervision et des services de soutien continu. Le coup de marteau retentit comme un coup de feu.
John resta assis en silence stupéfait pendant que la salle d'audience se vidait autour de lui. Sean ramassa ses papiers et murmura quelque chose à propos des appels, mais John n'écoutait pas. Il regardait Jean, qui s'était retourné pour le regarder avec ce même petit sourire satisfait qu'il avait vu devant le palais de justice après la première audience. Elle se pencha pour murmurer quelque chose à son avocat, puis passa devant la table de John en sortant. En passant, elle parla doucement, trop doucement pour que quiconque d'autre l'entende. « Je t'avais dit que tu ne la prendrais jamais. Maintenant, reste en dehors de nos vies, ou je m'assurerai que tu ne la revois plus jamais. » À l'extérieur du palais de justice, John se tenait sur les marches dans l'air froid de novembre et pensa à son frère. Elias avait toujours cru qu'il fallait faire ce qui était juste, se battre loyalement, faire confiance au système pour protéger les innocents. Mais Elias n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Jeanquin. Elle jouait selon des règles différentes, des règles qui permettaient à une mère d'affamer son propre enfant tout en se faisant passer pour la victime devant le tribunal. John sortit son téléphone et composa le numéro de Sean. Quelles sont les options d'appel? Honnêtement, pas bonnes. Le juge Walsh a rendu sa décision en se basant sur les preuves présentées. À moins que nous ne trouvions quelque chose de nouveau et d'irréfutable. Alors nous trouverons quelque chose de nouveau. John, je dois vous conseiller d'être prudent. Si Madame Quinn se sent menacée, elle pourrait obtenir une ordonnance restrictive. Vous pourriez perdre complètement vos droits de visite. John regarda le palais de justice où la justice avait échoué sa nièce à 2 reprises. Elle a déjà menacé de le faire. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Cette nuit-là, John conduisit jusqu'au cimetière où Elias était enterré. La pierre tombale était simple en granit avec le nom de son frère, les dates et les mots « Mari et Père bien-aimé ». Quelqu'un avait laissé des fleurs fraîches, probablement Lucie, lors d'une des rares visites de Jean. John s'agenouilla dans l'herbe froide et parla à la pierre comme si son frère pouvait l'entendre. « J'ai essayé de faire ça dans les règles, Elias. J'ai essayé de faire confiance au système, de jouer selon leurs règles, mais leurs règles protègent les gens comme Jean pendant que Lucie souffre. » Le vent emporta des feuilles mortes sur la tombe, bruissant comme des secrets chuchotés. « Je n'abandonne pas. Je t'ai promis de prendre soin d'elle, et je vais tenir cette promesse. Mais je pourrais devoir faire des choses que tu n'approuverais pas. » Une voiture passa sur la route derrière lui, ses phares illuminant brièvement la pierre tombale. « Je suis désolé, frère, mais parfois la bonne chose et la chose légale ne sont pas la même chose. » John se leva et retourna à son camion, le dessin de Lucie soigneusement plié dans son portefeuille comme une prière. Il avait du travail à faire, et cette fois, il n'allait laisser les règles de personne d'autre se mettre en travers de son chemin. John passa les 3 semaines suivantes à apprendre à être un type de combattant différent. Au lieu de balancer les poings ou de lancer des mots durs, il apprit les citations à comparaître et les dépositions et le type de guerre qui se déroulait dans des bureaux remplis de classeurs et de lumières fluorescentes. Son premier arrêt fut le cabinet d'avocats de Rebecca Martinez, une avocate spécialisée dans le droit de la famille qui avait la réputation d'être impitoyable lorsqu'il s'agissait de protéger les enfants. Elle était chère, plus que John ne pouvait vraiment se le permettre, mais Louise avait proposé de l'aider à payer les coûts, et John avait décidé d'encaisser son petit compte de retraite si nécessaire. Martinez était une petite femme d'une 50aine d'années aux cheveux argentés et au regard perçant qui ne manquait rien. Les murs de son bureau étaient couverts de photographies d'enfants, d'anciens clients. John supposa que c'étaient des enfants qu'elle avait aidés à sauver de mauvaises situations. Sean était trop doux, dit-elle brutalement après avoir examiné les dossiers de l'affaire. Il a traité cela comme un différend de garde standard au lieu d'une affaire de protection de l'enfance. Jeanquin n'est pas seulement une mère inapte. C'est une criminelle qui a fraudé le gouvernement et maltraité sa fille. Pouvons-nous le prouver? Nous allons essayer. Martinez sortit un bloc-notes juridique et commença à prendre des notes. Tout d'abord, nous assignons tous ces documents financiers, relevés bancaires, factures de cartes de crédit, reçus. Nous allons suivre chaque centime de ses allocations de survivants et montrer exactement comment elle les a dépensés. Qu'en est-il du dessin de Lucie? C'est plus délicat. Le juge a eu raison de remettre en question son authenticité sans documentation appropriée, mais nous allons faire évaluer Lucie par un psychologue pour enfants, quelqu'un qui se spécialise dans les traumatismes et les cas d'abus. Si le médecin confirme que le dessin est compatible avec ses expériences, il devient la preuve d'un schéma d'abus. John sentit quelque chose comme de l'espoir remuer dans sa poitrine. Combien de temps cela prendra-t-il? Quelques mois, si nous avons de la chance. Mais monsieur Hay, je dois vous prévenir,
Jeanquin ne va pas partir tranquillement. Elle va se battre salement, et elle va essayer de détruire votre crédibilité. Êtes-vous prêt pour ça? John pensa à Lucie, probablement assise dans cette maison en ce moment, marchant sur des œufs et essayant de ne pas mettre Jean en colère. Quel essai! Les citations à comparaître furent envoyées la semaine suivante, les relevés bancaires de Jean, les relevés de cartes de crédit, les reçus des magasins où elle dépensait l'argent de Lucie. Martinez avait engagé un détective privé, un ancien flic nommé Tony Richie, qui se spécialisait dans les affaires de fraude financière. Les conclusions de Richie étaient accablantes. Au cours des 2 années qui ont suivi la mort d'Elias, Jean avait reçu 44 328 $ en allocation de survivants destinés aux soins de Lucie. Au lieu de dépenser cet argent pour la nourriture, les vêtements, le logement ou l'éducation, elle avait utilisé l'argent pour des virées shopping, des dîners coûteux, des escapades de fin de semaine et un paiement de voiture sur une BMW qu'elle n'aurait pas pu se permettre autrement. « Regardez ça », dit Richie, en étalant des papiers sur la table de conférence de Martinez. 300 $ chez Victoria's Secret en une seule journée. 500 $ dans un restaurant haut de gamme. 1000 $ de fin de semaine dans un spa. Pendant ce temps, les dossiers médicaux montrent que Lucie était mal nourrie et en sous-poids. Martinez étudia les reçus avec l'intensité d'un détective examinant des preuves sur une scène de crime. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Elle vit comme une femme riche pendant que sa fille meurt de faim. Mais John savait que Jean ne s'en sortirait pas sans se battre. Sa contre-attaque prit la forme d'un rapport de police déposé 3 jours après la signification des citations à comparaître. Elle affirmait que John la harcelait, qu'il passait devant sa maison à toute heure, laissant des messages menaçants. « C'est des conneries », dit John à Martinez au téléphone. « Je passe parfois devant la maison pour vérifier que Lucie va bien, mais je n'ai jamais contacté Jean directement. Je sais, mais elle établit une piste de papier pour vous faire paraître instable et dangereux. Nous devons être très prudents à partir de maintenant. » Les allégations de harcèlement n'étaient que le début. La nouvelle stratégie de Jean semblait conçue pour dépeindre John comme un homme obsessionnel et violent qui n'avait pas pu accepter la mort de son frère. Elle accorda des entrevues au journal local, se présentant comme une mère célibataire en difficulté persécutée par un beau-frère amer qui la blâmait pour l'accident d'Elias. « Il ne m'a jamais pardonné d'avoir survécu quand Elias n'a pas survécu », dit-elle au journaliste. « Maintenant, il essaie de me punir en m'enlevant la seule famille qui me reste. » John lut l'article en buvant du café dans sa cuisine vide, entouré du silence qui était son compagnon depuis 2 ans. La photographie montrait Jean avec l'air fragile et triste, tenant une des photos d'école de Lucie. Le titre disait « Une mère locale se bat pour protéger sa fille d'un parent vindicatif ». Son téléphone sonna. Martinez, ne lisez pas les reportages, dit-elle sans préambule. Trop tard. Peu importe ce qu'elle dit aux journalistes. Ce qui compte, c'est ce que nous pouvons prouver devant le tribunal. Et nous construisons une affaire qui va la détruire. Qu'en est-il de Lucie? Est-elle en sécurité? Les services de protection de l'enfance surveillent la situation. Jusqu'à présent, Jean a fait de son mieux, probablement parce qu'elle sait qu'elle est surveillée. Mais John savait mieux. Jean était assez intelligente pour cacher sa cruauté quand des étrangers regardaient. La vraie question était, qu'arrivait-il à Lucie quand les travailleurs sociaux rentraient chez eux pour la journée? La réponse vint lors de la prochaine visite supervisée de John. Lucie semblait plus renfermée que d'habitude, ne parlant qu'à voix basse et sursautant chaque fois que quelqu'un ouvrait une porte. Lorsque le travailleur social s'absenta, ils en avaient obtenu un nouveau, une femme plus âgée nommée Madame Patterson, qui était moins vigilante que Kevin. Lucie se rapprocha de John. « Oncle John », murmura-t-elle. « Puis-je vous poser une question ? » ?»« Bien sûr, ma chérie. »« Pourquoi maman dit que vous essayez de me voler ?» John sentit son cœur se briser un peu. « Je n'essaie pas de te voler, Lucie. J'essaie de te protéger. Elle dit que si je dis à quelqu'un de mauvaises choses à son sujet, vous m'emmènerez et je ne la reverrai plus jamais. Elle dit que je finirai avec des étrangers qui ne m'aiment pas. » John s'agenouilla pour qu'ils soient au même niveau. « Lucie, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Si je t'éloigne de ta maman, c'est parce qu'il n'est pas sûr pour toi de rester avec elle. Et tu ne serais pas avec des étrangers. Tu serais avec moi. Je t'aime beaucoup, et je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal. Mais si elle a raison? Si quelque chose de mal m'arrive? » John pensa à toutes les façons dont cela pouvait mal tourner.
Le système judiciaire avait déjà échoué Lucie à 2 reprises. Jean était intelligente et manipulatrice, et elle avait des ressources que John ne pouvait pas égaler. Il n'y avait aucune garantie dans cette bataille. Mais il y avait une chose qu'il pouvait promettre. Lucie, te souviens-tu de ce que ton papa avait l'habitude de dire à propos des promesses? Elle hocha la tête. Que la parole d'un homme est la chose la plus importante qu'il ait. C'est vrai. Et je te donne ma parole, ma promesse que je n'arrêterai jamais de me battre pour te protéger. Peu importe ce que dit ta maman, peu importe ce qui se passe au tribunal, je n'abandonnerai jamais. Lucie fouilla dans sa poche et sortit un autre papier plié. Celui-ci était un dessin de 2 figurines, une grande, une petite, debout devant une maison avec des fleurs dans la cour. Je l'ai dessiné pour vous, dit-elle. C'est nous dans un endroit où personne ne crie. John prit le dessin avec des mains qui tremblaient légèrement. Puis-je garder ça? Oui. Mais ne laissez pas maman le voir. Elle se fâche quand je dessine des photos de vous. Madame Patterson revint avant que John puisse poser d'autres questions, mais il partit ce jour-là avec le 2e dessin de Lucie soigneusement rangé dans son portefeuille à côté du premier. 2 pièces à conviction qu'une petite fille rêvait de s'échapper de la femme qui était censée la protéger. Le docteur Sarah Chin était une psychologue pour enfants spécialisée dans les cas de traumatisme. Elle avait 20 ans d'expérience auprès d'enfants maltraités et ses références étaient irréprochables. Plus important encore, elle avait la réputation de pouvoir communiquer avec des enfants qui avaient appris à ne pas faire confiance aux adultes. L'évaluation a eu lieu dans son bureau, conçu pour mettre les enfants à l'aise, un éclairage doux, des meubles confortables, des jouets et du matériel d'art dispersés dans la pièce. John n'était pas autorisé à assister à la session, mais Martinez lui avait assuré que le docteur Chin serait méticuleux et professionnel. Lucie a passé 3 heures avec la psychologue, réparties sur 2 séances distinctes. John attendait dans le hall à chaque fois, buvant un mauvais café d'un distributeur automatique et essayant de ne pas penser à ce que sa nièce révélait sur sa vie avec Jean. Le rapport est revenu 2 semaines plus tard. Martinez a appelé John au travail pour partager les points saillants, et sa voix portait un mélange de justification et de tristesse. Le docteur Chin confirme que Lucie présente des signes classiques de maltraitance émotionnelle et physique, a déclaré Martinez. Elle est hypervigilante, montre une conformité excessive aux figures d'autorité adultes, et démontre ce que le médecin appelle l'impuissance apprise, la conviction qu'elle n'a aucun contrôle sur son environnement. Et les dessins. C'est là que ça devient intéressant. Le docteur Chin a montré à Lucie une série d'images et lui a demandé d'identifier les émotions. Quand elle lui a montré une photo d'une porte fermée, Lucie a immédiatement dit peur et a commencé à dessiner le même type de placard que dans son premier dessin. Sans aucune incitation, elle a décrit le fait d'être enfermée dans des endroits sombres comme punition. John serra plus fort le téléphone. Alors, les dessins sont réels. L'avis professionnel du docteur Chin est que les 2 dessins sont cohérents avec de véritables expériences traumatisantes. Elle a également noté que Lucie montre des signes de malnutrition chronique. Elle thésaurise de la nourriture, parle d'avoir faim et manifeste de l'anxiété à l'heure des repas. John pensa à la petite fille qu'il avait appelée cette nuit-là, faible de faim et de peur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous retournons au tribunal. Cette fois, nous avons un témoignage d'expert que Lucie a été maltraitée, des documents financiers prouvant la fraude de Jean et des preuves documentées de négligence. Le juge Walsh va devoir écouter. Mais Jean n'avait pas fini de se battre. Sa contre-attaque s'est manifestée sous la forme d'une requête déposée par son avocat affirmant que John avait coaché Lucie pendant leur moment non supervisé ensemble. Ils ont fait valoir que l'évaluation psychologique était viciée parce que Lucie avait été influencée par l'hostilité évidente de son oncle envers sa mère. Ils essaient de discréditer les conclusions du docteur Chin, a expliqué Martinez lors d'une réunion dans son bureau. C'est une manœuvre désespérée, mais elle pourrait fonctionner si nous ne pouvons pas prouver que les déclarations de Lucie étaient authentiques. Comment prouver cela? Martinez sourit sinistrement. Nous faisons témoigner Jean et nous la laissons se détruire elle-même. La 3e audience de garde était prévue un mardi matin de février. John est arrivé au palais de justice vêtu de son costume d'enterrement, espérant que ce serait la dernière fois. Le bâtiment avait la même apparence, la même odeur, mais quelque chose de différent se faisait sentir cette fois-ci. Il n'espérait plus seulement la justice. Il l'attendait. La salle d'audience était plus bondée qu'avant. Clara Dorsey était assise au premier rang, son arthrite rendant le banc en bois dur inconfortable, mais sa présence inébranlable. Louise était également là,
avec Maria et leur fils aîné. Le docteur Chin était assise avec Martinez, son rapport et ses notes organisées en piles ordonnées. Jean est entré avec son avocat et une petite suite de partisans, de membres de la famille et d'amis qui étaient soit réellement dupés par sa performance, soit prêts à mentir pour elle. Elle avait l'air fatiguée et tirée, comme si le stress de la bataille juridique finissait par faire des ravages. Le juge Walsh a appelé la cour à l'ordre et a écouté Martinez présenter leur cas. Les preuves financières sont venues en premier, des reçus et des relevés bancaires qui brossaient un tableau clair d'une femme vivant somptueusement pendant que sa fille manquait des nécessités de base. Votre honneur, a déclaré Martinez en brandissant un relevé de carte de crédit, le jour même où Lucy a été hospitalisée pour malnutrition, Madame Kane a dépensé $230 dans un restaurant haut de gamme. Pendant que sa fille était traitée pour déshydratation et famine, elle commandait du vin qui coûtait plus cher que ce que la plupart des familles dépensent en épicerie en une semaine. L'avocat de Jean a objecté, affirmant que les documents financiers étaient sortis de leur contexte, mais le mal était fait. La chronologie était claire et brutale. Le docteur Chin a témoigné ensuite, expliquant l'état psychologique de Lucy avec la précision clinique de quelqu'un qui avait vu trop d'enfants brisés. À mon avis professionnel, a-t-elle déclaré en regardant directement le juge Walsh, Lucy présente tous les signes classiques de maltraitance émotionnelle et physique continue. Ses dessins sont cohérents avec des expériences traumatisantes, et son comportement pendant nos séances indique un enfant qui vit dans la peur constante des figures d'autorité adultes. Docteur, a interrompu le juge Walsh, est-il possible que les déclarations de l'enfant aient été influencées par un coaching extérieur? Très improbable, votre honneur. Les enfants qui ont été coachés fournissent généralement des détails incohérents ou des réponses manifestement répétées. Les descriptions de Lucy étaient spontanées, émotionnellement appropriées et contenaient des détails spécifiques qu'il serait difficile pour un enfant d'inventer. Puis vint le moment que John attendait. Martinez a appelé Jean à la barre. L'avocat de Jean l'avait probablement préparé aux questions financières, au calendrier des événements, aux contestations de son personnage. Mais Martinez n'a pas commencé par là. Au lieu de cela, elle a commencé par une simple question qui a pris Jean complètement au dépourvu. Madame Kane, aimez-vous votre fille? Bien sûr que oui. Elle est tout pour moi, et je ne la blesserai jamais intentionnellement. Jamais. La voix de Jean était forte, confiante. Madame Kane, dans l'évaluation psychologique de votre fille, elle a décrit avoir été enfermée dans des placards comme punition. Est-ce arrivé? Le sang-froid de Jean se fissura légèrement. Lucy a une imagination débordante. Elle regarde trop la télévision, invente des histoires. Elle ment. Elle est confuse. Elle a vécu un traumatisme avec la mort de son père, et elle confond parfois la réalité avec la fantaisie. Martinez hocha la tête comme si cela avait parfaitement du sens. Je vois. Alors, quand elle a décrit avoir faim, avoir été laissée seule la nuit, s'être fait dire qu'elle coûtait trop cher, tout cela était aussi de la fantaisie. Je n'ai jamais, commença Jean, puis s'arrêta. Son avocat devait probablement lui crier des avertissements silencieux, mais elle était trop agitée pour les entendre. Je veux dire, parfois, je devais sortir pour le travail, pour des rendez-vous nécessaires. Je me suis toujours assuré qu'elle était en sécurité. Quel genre de travail vous oblige à laisser une enfant de 5 ans seule jusqu'à 3 heures du matin? Ce n'est pas. Elle n'a jamais été seule aussi longtemps. Martinez sortit la déclaration écrite de Clara. Votre voisine a témoigné qu'elle avait entendu Lucy pleurer pendant des heures pendant que vous étiez parti, parfois toute la nuit. Madame Dorsey mentait-elle aussi? Les yeux de Jean brillèrent de colère. Cette vieille femme est sénile. Elle a probablement imaginé la moitié de ce qu'elle a prétendu avoir vu. Alors, votre fille est une menteuse et votre voisine âgée est sénile. Y a-t-il quelqu'un d'autre dont nous devrions ignorer le témoignage? Jean réalisa qu'elle était prise au piège, mais il était trop tard. La colère qui l'avait poussé à négliger Lucy se déversait maintenant au grand jour, révélant la femme qu'elle était vraiment sous les airs de mère en deuil. Écoutez, rétorqua-t-elle. Élever un enfant seul n'est pas facile. Peut-être que j'ai fait des erreurs, mais je luttais contre la dépression, le deuil et la pression financière. Au moins, j'étais là. Où était John quand j'avais besoin d'aide? Où est toute cette préoccupation pour Lucy quand je me débattais? Martinez sourit. Merci d'avoir soulevé ce point, Madame Kane. Parlons de la pression financière. Vous avez reçu plus de $44 000 en prestations de survivants destinées aux soins de Lucy.
Pouvez-vous expliquer comment le fait de dépenser 3000 $ pour des vacances en Floride était nécessaire au bien-être de votre fille? Les questions ont continué pendant encore 1 heure. Chaque mensonge que Jean racontait menait à une autre contradiction. Chaque excuse qu'elle invoquait révélait davantage son personnage. À la fin de son témoignage, elle tremblait visiblement de rage, tout simulacre de mère aimante disparu. Madame Kane, dit Martinez pour sa dernière question, si le tribunal devait retirer Lucie de votre garde, qu'est-ce qui vous manquerait le plus dans le fait d'être sa mère? Jean fixa l'avocate pendant plusieurs secondes, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. La réponse honnête, que les chèques mensuels lui manqueraient, la sympathie qu'elle obtenait en tant que mère célibataire en difficulté, le contrôle qu'elle avait sur quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre, ne pouvait pas être prononcée à haute voix. Tout me manquerait, dit-elle finalement, mais sa voix manquait de conviction. Plus de questions, votre honneur. L'interruption a semblé durer une éternité. John était assis dans la cafétéria du palais de justice avec Martinez et le docteur Chin, grignotant un sandwich qu'il ne pouvait pas goûter pendant qu'ils discutaient des stratégies juridiques et des résultats probables. Elle s'est détruite elle-même là-haut, dit Martinez à voix basse. Avez-vous vu le visage du juge quand Jean a traité sa fille de menteuse? On ne se remet pas de ça. John n'était pas encore prêt à célébrer. Il avait été déçu trop de fois pour faire confiance à la victoire avant qu'elle ne soit officielle. Et si le juge pense toujours que le maintien des familles ensemble est plus important que la sécurité de Lucie? Alors nous faisons appel, dit Martinez avec fermeté. Mais je ne pense pas que ce sera nécessaire. Le juge Walsh a vu la vraie Jean Kane aujourd'hui, et ce n'était pas joli. Lorsque l'audience a repris, le juge Walsh avait l'air fatigué et plus âgé que ce matin-là. Elle avait manifestement passé l'interruption à examiner les témoignages et les preuves, et le poids de sa décision se voyait dans sa posture. Cette affaire a été particulièrement difficile, commença-t-elle, parce qu'elle implique la tension fondamentale entre la préservation de la famille et la protection de l'enfant. La préférence du tribunal est toujours de garder les enfants avec leurs parents biologiques dans la mesure du possible. John sentit son cœur se serrer. Cependant, continua le juge Walsh, les preuves présentées aujourd'hui brossent un tableau clair d'un enfant qui a été systématiquement négligé, maltraité émotionnellement et exploité financièrement par la personne qui aurait dû être sa plus grande protectrice. L'avocat de Jean commença à protester, mais le juge leva la main. Le témoignage de Madame Kane a révélé un schéma de comportement troublant. Sa réponse immédiate aux allégations de maltraitance n'a pas été de s'inquiéter du bien-être de sa fille, mais d'attaquer la crédibilité de tous ceux qui ont essayé d'aider cet enfant. Elle a montré plus de colère envers les personnes qui ont signalé son comportement que de remords pour le mal qu'elle a causé. Le juge Walsh regarda directement Jean, et sa voix portait le poids de 20 ans de carrière. Les documents financiers montrent un schéma clair de fraude. L'argent destiné à subvenir aux besoins fondamentaux de Lucie a été utilisé à la place pour des luxes personnels pendant que l'enfant avait faim. Il ne s'agissait pas d'une erreur de jugement ou d'un désespoir financier. Il s'agissait d'un détournement délibéré de fonds. John sentit quelque chose d'inhabituel s'agiter dans sa poitrine. L'espoir. Plus important encore, l'évaluation psychologique menée par le docteur Chin fournit des preuves convaincantes que Lucie a subi un traumatisme important. Ses dessins, ses réactions comportementales et ses descriptions de la vie au domicile de Madame Kane pointent tous vers un enfant vivant dans la peur. Le juge Walsh prit son maillet et la salle d'audience se tut. Par conséquent, j'accorde par la présente la garde exclusive de Lucie Kane à son oncle, John Hay. De plus, compte tenu de la gravité de la négligence et de la fraude financière de Madame Kane, je mets fin à ses droits parentaux. Jean se leva d'un bond, sa chaise basculant vers l'arrière. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma fille. Madame Kane, vous allez vous asseoir et rester silencieuse, sinon je vous tiendrai pour outrage. L'avocat de Jean lui attrapa le bras et la tira vers le bas de son siège, mais elle continua à fixer John avec une haine manifeste. Aïe, le juge Walsh n'avait pas fini. Le tribunal reconnaît que vous avez fait preuve d'une véritable inquiétude pour le bien-être de Lucie et que vous avez les moyens de subvenir à ses besoins. Toutefois, compte tenu du traumatisme subi par cet enfant, j'ordonne une thérapie familiale et des visites régulières aux services sociaux pour assurer son adaptation réussie. Elle regarda Jean une dernière fois. Madame Kane, je renvoie également cette affaire au bureau du procureur de district pour une éventuelle poursuite pour fraude et mise en danger d'un enfant. Vous avez de la chance que votre fille ait survécu à votre négligence. Le maillet s'abattit avec finalité. John était assis dans un silence stupéfait alors que la salle d'audience s'animait autour de lui.
Jean criait quelque chose à propos d'appel et d'injustice pendant que son avocat essayait de la calmer. Martinez ramassait des papiers et expliquait les prochaines étapes que John ne pouvait pas tout à fait comprendre. C'était fini. Après des mois de lutte, Lucie était enfin en sécurité. Mais Jean n'avait pas fini. Alors que John se levait pour partir, elle s'est détachée de son avocat et l'a confronté dans l'allée. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle, le visage déformé par la rage. Je trouverai un moyen de la récupérer. Vous avez détruit ma vie, et je détruirai la vôtre. John regarda la femme qui avait affamé l'enfant de son frère, qui avait utilisé la tragédie de Lucie pour financer son propre style de vie égoïste, qui avait montré plus de préoccupation pour son propre confort que pour la survie de sa fille. Jean, dit-il calmement, votre vie s'est détruite elle-même. Je me suis juste assuré que Lucie ne s'effondrait pas avec elle. Des gardes de sécurité sont intervenus pour escorter Jean hors du bâtiment alors qu'elle continuait à crier des menaces et des accusations. John la regarda partir sans émotion. Elle avait perdu le pouvoir de blesser Lucie, et c'était tout ce qui comptait pour lui. À l'extérieur du palais de justice, Clara Dorsey attendait malgré le vent froid de février. Elle serra John avec force, son arthrite oubliée dans ce moment de victoire. Cette petite fille va très bien s'en sortir, dit-elle. Vous allez bien prendre soin d'elle. Louise tapa dans le dos de John. Elias serait fier. John leva les yeux vers le ciel gris d'hiver et pensa à son frère. Peut-être qu'Elias serait fier. Ou peut-être qu'il serait triste que cela en soit arrivé là, que sa femme soit devenue le genre de personne qui pouvait blesser leur enfant et que son frère soit devenu le genre d'homme qui pouvait assister à sa destruction sans ciller. Mais Lucie était en sécurité. C'était ce qui comptait. C'était ce qui avait toujours compté. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. En mars, la petite maison de John avait été transformée en un foyer digne d'une petite fille. Il avait repeint la chambre de Lucie en jaune doux, construit des étagères pour ses livres et ses jouets, et accroché ses dessins sur le réfrigérateur, là où il devait être. Lucie se réveillait encore parfois en criant, perdue dans des cauchemars de placards sombres et de réfrigérateurs vides. Mais elle mangeait régulièrement maintenant, et son teint était meilleur. Le docteur Chin a dit que les terreurs nocturnes s'estomperaient avec le temps et la thérapie. Les batailles juridiques n'étaient pas complètement terminées. Les appels de Jean avaient été rejetés, et le procureur de district avait porté des accusations de fraude et de mise en danger d'un enfant. Mais c'étaient les combats de quelqu'un d'autre maintenant. Le travail de John était plus simple, prendre soin de Lucie, l'aider à guérir et s'assurer qu'elle ne doute jamais qu'elle est aimée. Puis, un samedi matin de mai, John était assis sur son porche à boire du café et à regarder Lucie jouer dans le jardin. Elle chassait des papillons, riait de quelque chose qu'elle seule pouvait entendre, ressemblant à la fillette normale de 5 ans qu'elle aurait dû être depuis le début. Oncle John. Elle courut vers le porche, haletante d'excitation. Pouvons-nous planter des fleurs comme celles de mon dessin? John regarda le dessin qu'elle avait fait lors de leur première visite non supervisée, 2 silhouettes devant une maison avec un jardin de fleurs. Quel genre de fleurs veux-tu? Toutes sortes, des grandes et des petites de différentes couleurs. Pouvons-nous faire ça? John posa son café et se leva. Allons au magasin de jardinage voir ce qu'ils ont. Lucie glissa sa petite main dans celle calleuse de John, et ils marchèrent ensemble vers son camion. Alors qu'ils traversaient la ville, elle bavardait sur les fleurs et les papillons et sur ce qu'elle voulait déjeuner, remplissant la cabine avec le genre de bruit innocent qui manquait dans la vie de John depuis trop longtemps. Un feu rouge. John jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et crut voir la BMW de Jean derrière eux. Mais quand il regarda à nouveau, ce n'était qu'une autre voiture argentée avec un autre conducteur menant une autre vie. Jean Kane était fini. Elle n'avait plus aucun pouvoir sur eux, et John avait l'intention de faire en sorte que cela reste ainsi. Il avait témoigné à son procès pénal, l'avait regardé être condamné à 2 ans de prison pour fraude et mise en danger d'un enfant, et n'avait rien ressenti lorsque le verdict de culpabilité avait été lu. Certaines personnes pensaient qu'il aurait dû faire preuve de clémence, qu'il aurait dû se contenter de récupérer Lucie sans détruire complètement la vie de Jean. Mais John n'était pas intéressé par la clémence. Il était intéressé par la justice et par le fait de s'assurer que Lucie n'ait plus jamais à avoir peur. Le feu est passé au vert et John s'est dirigé vers le magasin de jardinage où il choisirait des fleurs et les planterait dans un sol qui attendait trop longtemps que quelque chose de beau y pousse. Derrière eux, le passé s'estompa comme des ombres. Et devant eux s'étendait un avenir radieux, rempli de possibilités qui avaient été gagnées par la lutte et protégées par la force. Lucie était en sécurité.
Elle était aimée. Et John s'assurerait qu'elle le reste pour le reste de sa vie. C'était une promesse qu'il avait l'intention de tenir.